Bonjour chers auditeurs, je suis donc avec Madame la députée Geneviève Gaillard. Merci à vous de m'avoir accepté dans votre bureau. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, vu la conjoncture, déjà en temps normal, ça aurait été très difficile pour vous de venir jusqu'au studio d'Anguin. C'est pour ça que vous avez gentiment accepté de m'accueillir. Oui. Merci. J'avoue être très admiratif de votre parcours, déjà parce que vous êtes dans une émission de protection animale. Vous étiez vétérinaire. Oui, je suis vétérinaire de formation, donc je suis retraité maintenant, mais voilà, j'ai eu comme vocation à un moment donné de faire ce métier et vraiment de m'impliquer dans la cause animale. Qu'est-ce qui vous a fait ça a été un déclic, le choix de... Oh, je pense que j'ai vécu, vous savez, dans une ville de province où j'avais de la famille qui avait des fermes. Et donc j'allais en vacances dans ces fermes, donc je m'intéressais aux animaux, aux bovins, aux chèvres, aux chiens, bref, aux volailles. Et donc c'est là que j'ai commencé à vouloir devenir fermière. Mais voilà, les choses ont fait que j'ai changé en cours de route et je suis devenue docteur vétérinaire. Et donc vous occupiez aussi bien des chiens que des bovins et... Ah oui, mais j'ai fait de la recherche, mais j'ai eu une partie de mon temps où j'ai travaillé effectivement clientèle mixte, hein, c'est-à-dire bovins et canins, chats, chiens, etc. Voilà. Et j'ai vu que vous étiez dans les Landes. Ce parcours dans les Landes vous a amené peut-être à prendre conscience de certaines particularités de la région. Alors c'était une partie de la clientèle sur laquelle je travaillais était dans les Landes et dans le Bordelais. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer évidemment des agriculteurs, des fermiers qui avaient toutes sortes de choses, mais c'est pas là que que la corrida m'a interpellé. C'est simplement, dès ma plus jeune enfance, le fait de pouvoir faire subir des sévices ou faire du mal à des animaux, où j'ai toujours trouvé ça insupportable. Alors le parcours politique, ça a été plus un parcours qui s'est imposé à vous ou un choix délibéré? C'est un parcours qui s'est imposé à moi, comme beaucoup d'hommes et de femmes politiques d'ailleurs. À un moment donné, on milite. Moi, en l'occurrence, j'ai milité au Parti socialiste. Essentiellement, ce qui m'y a amené probablement, c'est les parents d'élèves, parce que j'étais maman de plusieurs enfants. Et donc, j'ai défendu cette cause des parents d'élèves de l'enseignement public, et donc de fil en aiguille, j'ai été reconnue comme pouvant probablement, la preuve, défendre au Parlement un certain nombre d'idées. Et donc au Parlement, j'ai continué de m'intéresser à la cause animale, ce qui ne m'avait jamais abandonné, et de créer le groupe d'études sur la protection animale au Parlement. Alors justement, ce groupe d'études, comment réussir à imposer un sujet qui semble, pour certains parlementaires, secondaire? C'est très difficile, très difficile. C'est en travaillant, en se réunissant, en essayant d'impliquer le maximum de personnes, en essayant de trouver aussi des sujets qui peuvent vraiment toucher les parlementaires qui ne sont pas trop, qui sont individuellement sûrement sensibles à la cause animale lorsqu'ils possèdent des animaux, mais qui collectivement trouvent que on a autre chose à faire. Et souvent j'ai entendu dire, mais tu ferais mieux de t'occuper des hommes plutôt que des animaux. Or moi, ma philosophie, elle est de dire que quand on s'occupe bien des hommes, on s'occupe des animaux, et quand on s'occupe des animaux, obligatoirement on s'occupe des hommes. Et j'ai aussi fait mienne une phrase de Valérie: l'homme contient l'animal comme l'adulte l'enfant. Et ça, quand on réfléchit à cette phrase, on voit qu'on a une part d'animalité. On a un certain nombre de choses on est en quelque sorte des animaux élaborés. Et donc, voilà, c'est évident. Et on doit aussi regarder ces animaux qui ont l'air moins élaborés que nous, effectivement, sur un certain nombre de choses, mais qui néanmoins sont capables de douleur, de souffrance, d'affection, d'émotion. Donc voilà, tout ça, c'est aussi une philosophie de vie qui m'a amené aussi à m'intéresser beaucoup
à tout ce qui concerne la biodiversité étant aussi dans une partie très animale, puisque que ce soit les abeilles, les insectes, les oiseaux, etc., eh bien la chasse, alors on dévie sur des problématiques comme la chasse, eh bien ce sont des animaux qui sont aussi au cœur de ces réflexions. Et vous aviez déposé une loi, il me semble, sur la biodiversité. Ah, c'est pas moi qui l'ai déposé, c'est le gouvernement qui a déposé une loi sur la biodiversité, un projet de loi sur la biodiversité, c'est moi qui en suis rapporteur. D'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça a donné Et pour l'instant, elle est passée, elle a été adoptée en première lecture au Parlement, elle est actuellement au Sénat, elle n'a pas encore été lue en séance publique et vue en séance publique au Sénat. Pourtant, ça fait un moment que nous l'avons passée, nous, dans l'hémicycle, il y a à peu près 9 mois. Hein, et donc, on attend qu'elle passe au Sénat pour qu'elle revienne ensuite à l'Assemblée nationale. D'accord. Et c'est toujours le même parcours pour les auditeurs qui ne connaissent pas? Ah oui, c'est toujours le même parcours. L'Assemblée nationale, ça dépend des lois. Les lois territoriales, c'est plus, on commence plus par le Sénat, mais des lois comme celle-ci, c'est plus l'Assemblée nationale, le Sénat, et ensuite ça revient à l'Assemblée nationale, qui a toujours le dernier mot en matière de loi. D'accord. Et donc pour la loi que vous avez, la proposition de loi que vous avez déposée contre la corrida? Alors cette proposition de loi, ça fait déjà longtemps que je l'ai proposée. On a eu avec, à l'époque, Madame Marlan Militello du travail commun. On avait fait une proposition de loi commune, mais dans nos règles, qui m'apparaissent un peu ridicules, hein, mais dans nos règles, eh bien, on ne peut pas signer en fonction des groupes les mêmes textes. Donc on a décidé, elle et moi, chacune de faire une loi identique sur cette problématique qui n'a jamais été retenue par les présidents de groupe, de nos groupes respectifs, ni par la présidence de l'Assemblée nationale. Une proposition de loi doit être validée par le bureau, par tous les groupes parlementaires. D'abord le groupe auquel j'appartiens, moi, hein, pour qu'on puisse la mettre en débat entre nous, et ensuite à tous les groupes parlementaires pour qu'elle puisse être présentée au Parlement. Vous avez quand même bon espoir qu'il y ait une évolution J'ai pas trop d'espoir, non, mais je continue de m'accrocher parce que je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui maintenant se rendent compte et sont sensibles à cette problématique, se rendent compte que la corrida est du passé et que c'est pas l'avenir. D'ailleurs, on voit autour de nous, au plan international, comment ça évolue. Et donc, je pense qu'à un moment donné, on sera obligé d'arrêter ce type de manifestation que je refuse d'appeler un spectacle. On ne peut pas appeler spectacle des choses qui mettent en avant la cruauté de l'homme, qui mettent en avant le sang, qui mettent en avant la douleur et la souffrance animale. Je refuse d'appeler ça un spectacle, donc c'est plus une manifestation qui satisfait les instincts les plus bas de l'homme. Oui, oh, vous avez tout dit. Et vous avez plus de 15 ans, il me semble, de carrière. 20 ans bientôt, 18 ans, oui. Et qu'est-ce que vous fonctionnez à quoi? C'est quoi votre secret? Ben, le secret, c'est de se dire qu'on a peut-être raison avant l'heure. Et qu'il faudra aussi, au moment où on passera la main, eh bien, qu'il y ait des preuves aussi du travail que l'on a fait pour les générations futures. Moi, je suis sûre que les jeunes, ils n'ont pas envie de voir ces spectacles, sauf si on les emmène quasiment parce qu'ils sont encore sous l'emprise des parents, sauf si on les emmène voir ce type de spectacle, ou de manifestation. Mais vraiment, pour moi, il faut absolument faire perdurer cette volonté qu'on a d'arrêter ce type de manifestation. Votre position au sein de vos, on dit collègues, oui. Comment vous êtes? Vous êtes une des rares grandes gueules, j'ai envie de dire. Ben, on peut dire comme ça, mais sur ce sujet-là, les gens sont pas très, comment vous dire, c'est pas franc. Moi, je vois la dernière fois que j'ai posé cette loi sur le bureau de l'Assemblée nationale, nous avions moins de signataires que la fois précédente. Et maintenant, depuis un certain temps, grâce à l'action d'un certain nombre d'associations, en particulier du CRAC, sûrement, on a des parlementaires, qui découvrent, alors que tout le monde a été informé, que dans le fond, oui, eh ben pourquoi pas. Et donc, vous voyez, ça bouge un peu. Après,
c'est pas le sujet, dont on parle tous les jours, encore moins en ce moment. Oui, alors par rapport justement, nous sommes en pleine semaine tragique avec les attentats terroristes. Bien évidemment, cette émission sera donc diffusée un petit peu plus tard. Et par rapport, alors encore info à vérifier, mais il semblerait qu'une corrida ait lieu cette semaine et qu'elle ne soit pas reportée. Donc quelle est votre position par rapport à cette manifestation qui aurait lieu? Alors moi, je peux pas dire, il faut s'assurer qu'elle a lieu, hein, mais on est en état d'urgence, les grandes manifestations, quelles qu'elles soient, sont interdites, hein, puisqu'il y a des matchs qui n'auront des matchs sportifs qui n'auront pas lieu, un certain nombre de concerts et de manifestations culturelles qui n'auront pas lieu. Je trouverais indécent qu'une corrida puisse avoir lieu. Oui, donc ça, nous vérifierons nous, oui, au sein je pense qu'il faut vérifier. Hein. Aujourd'hui, moi, je peux pas, voilà, mais si c'était le cas, je dis bien si c'était le cas, ce serait assez curieux et assez étonnant qu'on maintienne dans des communes ce type de manifestation. Malgré tout, il y a aussi une position que nous, militants de la protection animale, tenons, et c'est un petit peu particulier. On nous qualifie de terroristes ou d'éco-terroristes. Qu'est-ce que vous pouvez... Je pense qu'il faut garder raison. Ici, on est dans un pays de droit. On a le droit de ne pas être d'accord avec la corrida, avec cette pratique cruelle. On a le droit de manifester des opinions. Et donc, c'est pas parce qu'on vient manifester contre une manifestation de cette nature qu'on doit être traité d'éco-terroriste ou de terroriste. Je sais pas pourquoi éco d'ailleurs, je sais même pas pourquoi terroriste, mais c'est vraiment l'utilisation à mauvais escient de termes qui n'ont pas leur raison d'être dans ce genre de manifestation. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est le mal de notre société. On utilise des termes qui n'ont rien à voir avec qui devraient pas exister dans ce type d'expression, si vous voulez dire qu'on est opposé à la corrida. Regardez les agriculteurs quand ils viennent manifester devant les préfectures, etc., on les traite pas de terroristes. Hein? Alors, quand vous venez manifester contre une corrida, il n'y a pas de raison que vous soyez traité de terroriste. Oui, j'ai eu l'occasion de soigner des vaches, des taureaux, bien entendu, hein, pas de corrida évidemment, des chèvres, des porcs, bien sûr. Alors oui. Parce qu'il y a un argument qui dit qu'un taureau de corrida serait plus heureux dans les champs et avec une mort digne qu'un taureau d'élevage pour la viande. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah écoutez, ça c'est toute la question des élevages actuels et des élevages industriels. Moi, je pense que les animaux devraient être élevés dans des conditions naturelles. C'est-à-dire que je suis opposée aux élevages avec 1000 bovins, 6000 chèvres, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est pas la nature, c'est pas normal. Ensuite parce que c'est essentiellement dans le but de faire de la compétition financière. Et enfin, au plan sanitaire, ça pose des problèmes. Quand vous avez un bovin ou une chèvre d'un troupeau qui présente un signalement positif à une maladie, quand vous avez 6000 chèvres, c'est les 6000 qui sont abattues. Au nom de quoi? Eh bien parce que voilà, on considère qu'à partir du moment où il y en a une ou deux, enfin j'exagère peut-être sur le nombre, mais et donc on tue 6000 animaux. Donc voilà, vous considérez vraiment qu'aujourd'hui... Je pense que ces élevages ne devraient pas exister. Je vois que vous êtes passionné de jardinage. Oh là, oui. Malo, pas beaucoup de temps, je pense. Non, pas beaucoup de temps. Puis comme j'ai des poules, elles mangent ce que je plante. D'accord. Et vous avez des ruches aussi? Oui. Oui, 3 ruches. J'en avais 4. Il y en a une qui est morte. Bon, comme ça arrive souvent. Avec évidemment une petite production de miel parce que c'est très artisanal. Mais surtout aussi quelque chose qui me fatigue, c'est les frelons asiatiques. Hein, et donc, et puis l'impact des pesticides sur les abeilles qui est certainement important et donc qui a motivé que dans la loi biodiversité nous ayons un amendement interdisant les néonicotinoïdes à l'utilisation dans les champs et par les agriculteurs. Vos hobbies, à part le jardinage, les animaux, ça vous paraît étonnant, hein? Non, je suis plutôt une femme d'extérieur.
Hein, voilà, donc après j'aime travailler avec mes mains, mais j'ai pas beaucoup le temps. Vous savez, quand on est parlementaire, ben, on est souvent à Paris, on revient sur le terrain, il y a des choses à faire. Donc moi, tout le temps dont je dispose, c'est aussi la convivialité avec des amis, bien entendu, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps de leur consacrer mes enfants, mes petits-enfants. Donc tout ça, j'essaye d'équilibrer mon temps, et puis de prévoir aussi le moment où j'arrêterai d'être parlementaire, parce que j'aurai beaucoup de choses à faire. Donc il faut... mais voilà, je suis plutôt une femme d'extérieur, si vous voulez. Hein, donc les fleurs, les animaux, les jardins, j'y passe du temps. Alors s'il y avait un regret, ce serait lequel? Oh ben le regret, c'est de ne pas avoir trouvé plus d'écho parmi les parlementaires sur ces textes-là. Et mon regret, c'est de voir qu'il y a dans notre pays des hommes et des femmes qui fonctionnent en lobby et qui sont quelquefois uniquement tournés vers leur propre intérêt. Donc ça, c'est mon regret de... Quand on est parlementaire, on ne doit pas regarder uniquement sa circonscription, on ne doit pas regarder uniquement ce qui se passe chez nous, c'est ce qui se passe sur tout le territoire national et ce qui se passe aussi au plan international. Donc mon regret, quelquefois, on ne regarde pas beaucoup plus loin que le bout de son nez. Si vous aviez un conseil à donner aux auditeurs pour continuer à militer au quotidien, peut-être? De continuer, il ne faut pas se démobiliser. C'est comme pour les attentats qu'on rencontre là, où bon, il faut continuer à vivre, continuer à défendre les valeurs que l'on défend. Et donc, si on s'arrête de faire ça parce qu'on baisse les bras, c'est sûr, on n'y arrivera jamais. Qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà, donc il faut continuer. Et vos objectifs, là, vous êtes en train de travailler sur quoi en particulier? Ah ben là, je travaille beaucoup sur la biodiversité, sur tout ce qui concerne les atteintes à la biodiversité et les changements climatiques, parce que je pense que c'est aussi extrêmement important, avec non seulement la biodiversité, mais aussi l'impact sur les populations des changements climatiques. Et bon, je m'intéresse aussi beaucoup aux gens, à la misère, non seulement en France mais dans le monde. Et donc on voit bien que tant qu'on n'a pas solutionné ces problèmes de misère, eh bien on aura des djihadistes, on aura des extrémistes qui viendront, qui essaieront de se trouver un idéal qui leur permettra d'exister. Et donc la lutte contre la misère est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Elle inclut la lutte contre les souffrances animales. La cause animale mérite aussi qu'on s'intéresse à elle, et que les sujets malheureusement sont extrêmement vastes. Moi je travaille aussi sur le statut de l'animal. Là encore, c'est très difficile. On a fait une proposition de loi sur le sujet pour justement faire en sorte que les animaux ne soient plus considérés comme des biens meubles, mais véritablement comme des animaux, avec être sensibles certes, mais avec des conséquences juridiques derrière, qui permettent de ne pas leur faire subir les sévices que l'on voit. Eh bien c'est pareil, cette proposition de loi, pour l'instant, je ne sais pas où elle est, mais à mon avis, ça va mettre du temps, parce que on a les lobbies qui interviennent, les agriculteurs qui ont peur qu'on ne mange plus de viande, ce qui est faux, les chasseurs qui ont peur de plus pouvoir chasser. Moi j'ai rien contre les chasseurs dès lors qu'ils chassent bien, avec méthode, et que ce ne sont pas des viandards. Regardez ce qui s'est passé avec Bougrain-Dubourg l'autre jour et la Ligue de protection des oiseaux. Vous avez vu ça un peu? Des pinsons qui sont protégés. Ah bah, où les gens, pour faire des brochettes, sont encore en train de les chasser dans des petits pièges au bas de chez eux. C'est insupportable. Si on regarde à la loupe. Et demain, tout le monde dira, ah ben oui, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de pinsons, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Mais qui est responsable? C'est nous. Alors, est-ce qu'on peut parler justement du statut de l'animal, mais par Jean Glavany? Ah ben, on peut en parler. Ça ne sert strictement... Enfin, ça dit l'animal est un être sensible, mais ça n'a strictement aucune conséquence juridique. Ça ne change rien à son statut. Il est toujours considéré comme un bien meuble. Toujours. Simplement, on a rajouté sensible dans la première phrase ou deuxième phrase du Code civil. Donc, ça sert à rien. Et vous, en fait, par rapport au groupe d'études des animaux, vous parlez en pénal, hein?
pas en civil ou ça inclut tout type de... Ah ben tout type, ça inclut tout. Parce qu'évidemment, les conséquences, si on fait un chapitre sur les animaux dans le code civil, après on a des conséquences dans le code pénal par rapport justement à des problématiques de souffrance animale qui sont importantes. Et Jean Clavani fait même pas partie du groupe d'études Ah non. Non. Ah ben non. Et il n'a pas télescopé un petit peu Si, mais il l'a fait exprès. Je pense qu'il était télécommandé. Voilà. Donc, ça vient pas de lui, ça vient de plus haut. Ça vient certainement de... Oui, il a été ministre de l'Agriculture, il y a des relations des liens qui se nouent, et puis et je pense que, bon, après, il a eu des pressions pour le faire qui venaient probablement de la société civile, sans que les gens comprennent que c'était un coup d'épée dans l'eau. Ils sont contents maintenant, ils ont à être sensibles dans le code civil, mais ça change rien. Moi, je suis pas contente. Donc on voit, en fait, c'est très compliqué quand on a une position extérieure comme nous de comprendre les rouages de la politique, et ça sert à rien de tirer à vue sans comprendre qu'il y a des blocages, des... Ah oui, ça c'est terrible. Voilà. Bon, en tout cas, merci encore beaucoup Madame la députée d'avoir accepté de participer à cette émission, et puis j'espère à très vite. À très bientôt, au revoir et bon courage.